Chers joueurs, chères joueuses, je vous souhaite une excellente année 2021. Avec le 2020 qu'on s'est pris dans les dents, s'amuser est plus que jamais une nécessité. Et pour ouvrir l'année, j'ai décidé de choisir un jeu qui fait écho aux temps anciens, à une époque reculée où les Français pouvaient sortir après 18h. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau classique, modèle du jeu de compétition, le Milborn. Le Milborn, ce n'est un secret pour personne, est un jeu dans lequel vous devez être le premier à avoir parcouru 1000 km en voiture. Mais pourquoi en voiture? Et pourquoi 1000 km? Pour comprendre, il faut faire une bonne marche arrière dans le passé. Il y a débat sur la date et le modèle exact de la première automobile de l'histoire à pouvoir être considérée en tant que telle. Bref, tout ça pour dire que je voudrais bien qu'on me considère en tant que tel. Pour certains, c'est le français Édouard Delamarre de Bouteville qui a déposé un brevet pour son modèle d'automobile à moteur à combustion interne le 12 février 1884. Pour d'autres, ce serait davantage la Benz Patent Motorwagen Nummer 1 ou tricycle Benz 1 de Karl Benz le 29 janvier 1886. Et si la date est clairement postérieure au brevet de Delamarre de Bouteville, les détracteurs de ce dernier avancent en argument principal que le véhicule français n'était pas pleinement fonctionnel à sa sortie, souffrant notamment d'avaries allant jusqu'à l'explosion pure et simple de certains composants. Il s'agit toutefois d'une concurrence qu'ont choisi de ne pas retenir l'Automobile Club en France et le British Royal Automobile Club au Royaume-Uni, puisqu'ils considèrent ensemble comme étant la première automobile de l'histoire le Fardier, un véhicule à usage militaire inventé par Nicolas-Joseph Cugnot en 1770, avant même la Révolution française. 1770 qui deviendra aussi, de fait, l'année du premier accident automobile de l'histoire, puisque les freins du Fardier n'ont pas fonctionné lors du test initial et qu'il aura fallu un mur de briques pour l'arrêter. On s'accorde à dire que l'automobile a véritablement débuté au début du XXe siècle, et on dénombrait en 1907 environ 250 000 automobiles dans le monde. Juste ce qu'il fallait pour sortir un jeu fort à propos, Touring. Touring est un jeu de société inventé par William Johnson Roche et breveté par la Wally Door Company en 1906. Ce qui coïncide donc, on vient de le voir, avec l'essor de l'industrie automobile. Le but du jeu est de parcourir en voiture une distance de 50 ou de 100 miles, soit 80 ou 160 km, les participants se mettant d'accord ensemble avant la partie. Les joueurs peuvent ensuite à leur tour poser des cartes miles devant eux à la condition qu'ils aient la carte Go qui les en autorise. Les joueurs peuvent ainsi avancer de 1, 3, 5 ou 10 miles. Et si vous vous dites que quelque chose vous semble étrange, eh ben, ce sont les distances. Bah oui, la plus petite carte vous fait avancer de 1,6 km. Imaginez que si vous vouliez atteindre 1000 bornes, il faudrait poser 625 fois cette carte. Vous voyez le problème. Mais comment et pourquoi? Tout simplement parce que le jeu vit avec son temps. En effet, si aujourd'hui vous pouvez avaler les kilomètres sans broncher, même avec une petite Twingo de première génération, dites-vous bien qu'en comparaison, la Ford T, première voiture à être produite massivement à compter de 1908, disposait de roues en bois et d'une vitesse maximale théorique de 78 km/h. Et il n'y avait même pas de pédale d'accélération, fallait tirer un levier. Pour pousser la comparaison, sur un trajet Lille-Marseille, qui fait 1000 bornes. Ah bah ça tombe bien ça. Oui, eh bien avec la Twingo, vous mettriez grosso modo entre 9 et 10 heures. Sur l'autoroute, à la cool avec Spotify, en faisant des arrêts à des stations pour se ravitailler en essence et en sandwich triangle. Un road trip sans sandwich triangle n'est pas un road trip. En revanche, le même trajet en Ford T en 1908, c'est pas la même chose. Déjà, vous oubliez les autoroutes, la première n'étant arrivée en France qu'en 1946. Pour ce qui est de l'essence, il n'existe aucune station. Dans le meilleur des cas, vous pourrez vous fournir dans certaines grandes épiceries, voire auprès de pharmacies. Niveau confort, la musique c'est pas pour tout de suite, et les sandwichs triangles, faudra les faire vous-même avant de partir. Au final, vous pouvez compter plusieurs longues journées de voyage pendant lesquelles il vous faudra bien rester près des grandes villes. Voilà pourquoi quand le jeu sort en 1906, la carte la plus haute n'est que celle de 10 miles, environ 16 km. Pour l'époque, c'était déjà une belle distance. Enfin, on retrouve bien une idée ou deux qui n'ont pas été reprises dans le Milborn, alors que c'était pourtant des concepts intéressants. Par exemple, la limitation de vitesse, qui entrave un joueur en l'empêchant d'aller à la vitesse maximale dans le Milborn, était dans Touring des limitations s'appliquant à tous les joueurs selon qu'ils se trouvaient en agglomération ou à la campagne. De même, le fait dans Touring de se prendre une attaque, que ce soit accident, crevaison ou panne d'essence, entraîne un délai de réparation, délai exprimé en carte de miles, à défausser. Donc vous voyez, on n'y est pas encore vraiment, mais quand même, ça y ressemble beaucoup. Et comme souvent, pour qu'on s'en approche davantage, tout va partir d'une personne. Est-ce que cela veut dire qu'on est passé directement du Touring au Milborn? Non. Arthur Dujardin, qui s'était choisi comme nom commercial,
Edmond Dujardin. Attendez! Vous risquez votre vie. Dites-moi au moins votre nom. Edmond Dujardin était avant tout un imprimeur, avant de devenir également auteur d'ouvrages sur le code de la route, un thème cher à ses yeux. Ses difficultés respiratoires l'ont amené de sa Lille natale jusqu'au bassin d'Arcachon pour respirer le bon air marin, et ça a tellement bien marché qu'il décida d'y rester pour allier ses compétences professionnelles et sa passion du macadam. De là commence une belle histoire d'amour entre Dujardin et le jeu de société. En 1951, le bonhomme sort sa première œuvre, Autostop. Vous la sentez la thématique routière là? Dans Autostop, le but du jeu n'est pas d'embarquer un inconnu avec vous et de voir si oui ou non vous allez vous faire égorger. Ici, vous déambulez simplement en voiture sur un plateau type Monopoly, mais où rien n'est à vendre puisque le but du jeu est simplement de circuler. C'est ça. C'est le but. Le but du jeu quoi. Dans l'idée, chaque case contient un panneau du code de la route ou un représentant de la maréchaussée. Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. Et chaque joueur a des cartes en main avec certains panneaux dessus. Si vous arrivez sur une case et que vous avez la carte avec le panneau correspondant, vous la défaussez, vous continuez à avancer, et ainsi de suite. Et quand vous n'avez plus de cartes, vous avez gagné, fin. Ah c'est sûr, ça change du Time's Up. Du coup, on comprend pourquoi ce jeu-là n'est pas resté dans l'histoire, hein. En termes de fun, ça vient juste après dégivrer sa voiture. Cependant, pour être parfaitement honnête, il y a quand même un aspect intriguant à ce jeu. On le disait avant, un road trip sans sandwich triangle, ce n'est pas un road trip. Et ben Monsieur Dujardin, lui, il avait un autre délire, puisque dans son jeu, les points, ce sont des pépitos. Ah, je comprends, hein. On apprend au passage que si on tombe chez elle et qu'on n'a pas la bonne carte, les forces de l'ordre vont vous extorquer un nombre différent de pépitos selon le corps de métier. Les douaniers se contenteront de 2, pour les gendarmes ce sera 5, et enfin c'est la police qui va vous réclamer 10 pépitos, soit, on peut le dire, toute la boîte. Ah du coup vous êtes prévenus, hein. Si vous êtes dehors après 18h sans autorisation... ¡Ay, Pepito! ¡Plaza la fiesta! L'autostop était sûrement trop scolaire pour son propre bien. Une fois qu'on connaît le code de la route, le jeu perd forcément de son intérêt. Mais Dujardin, le code de la route, c'est sa vie. Et c'est une constante qu'on va retrouver dans ses autres productions, hein, comme par exemple... Autoroute. Oui, le jeu s'appelle Autoroute. Le mec va à l'essentiel. Dans Autoroute, le but du jeu est... tenez, devinez. La même chose que toutes les nuits, Minus, tenter de conquérir le monde. Pas loin. En réalité, le but du jeu est... apprendre le code de la route. Qui l'aurait cru? C'est incongru. Qui l'aurait su? Ah oui, mais qui? Sauf que cette fois, Dujardin a tiré les leçons d'Autostop pour aller plus loin et on retrouve enfin une véritable dimension ludique dans Autoroute. Le but du jeu est donc intrinsèquement d'apprendre le code de la route, mais l'objectif du joueur, lui, est bien défini. Vous devez être le premier à passer votre permis de conduire, puis aller récupérer les membres de votre famille, acheter un cadeau, et enfin vous rendre à un mariage. Si Autostop avait de faux airs de plateau de Monopoly, Autoroute, lui, semble plutôt se rapprocher d'un destin. Jouer à destin pour changer de vie. Le jeu a d'ailleurs été plutôt bien accueilli, hein, puisqu'il a reçu la médaille d'argent du concours Lépine en 1949. Ensuite, aussi incroyable que ça puisse paraître, Dujardin a réalisé un jeu qui s'éloigne de l'univers routier. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. En 1955 sort un jeu intitulé Crypto. Comme les crypto-monnaies? Non, comme crypto-géographie. Des heures de fun. Dans Crypto, vous avez les 90 premiers départements français. Tout simplement parce qu'au-delà de 90, le territoire de Belfort, ça n'existait pas avant 1968. Le but du jeu est de révéler une carte de la pioche, puis de poser une des 7 cartes que vous avez en main, indiquant un département limitrophe de celui dévoilé. Moi, je sais placer environ 4 départements. Au fur et à mesure de la partie, vous allez pouvoir composer des jeux comme au poker. On retrouve la paire, le brelan, le carré, la quinte, mais aussi la sizaine et le complet qui regroupent 7 départements. Chacun de ces résultats vaut un nombre défini de points, et le but est d'arriver à 1000. Comme par hasard. A noter que Dujardin, ce coquin, n'a pas repris son idée des pépitos pour ce jeu. À la place, il a créé quelque chose de plus soft, de plus cohérent, que tout le monde s'attend à voir en France. La carte Fakir. Et ouais mon gars, quand tu tires une carte Fakir, il faut la poser. Tu ne peux rien faire avec, et à la fin de la partie, ça te rapporte 20 points. Merci qui? Merci Dujardin. Alors, plutôt police et pépito ou département et Fakir? Pour ce 5e et dernier fact, un peu de trivia rapide sur des choses que vous ne saviez peut-être pas à propos du jeu.
Notamment, on appelle un kilomètre une borne, car dans le système routier français, une borne était placée environ tous les kilomètres, ce qui n'est d'ailleurs plus vrai aujourd'hui. Le jeu s'appelle le 1000 bornes car il est basé sur la mythique route nationale 7, la route la plus célèbre de France, du moins à l'époque, et qui faisait très exactement 996 km. Chaque distance parcourue est associée à un animal plus ou moins rapide. Du plus rapide au plus lent, on trouve l'hirondelle avec 40 km/h de moyenne et des pointes à 70 km/h, ce n'est pourtant pas l'oiseau le plus rapide. Le lièvre, qui n'est que deuxième alors qu'il affiche 60 km/h en moyenne et qui arrive à des pointes à 80 km/h grâce à ses oreilles allongées de série et jantes-alliage. Le papillon, incroyable mais vrai, il se déplace à 20 km/h en moyenne et jusqu'à 50 km/h pour les plus fifous, comme les hespéries et certains nymphalidés. Le canard, avant-dernier du classement, affiche un faible 13 km/h lorsqu'il se dandine sur Terre, mais certains comme le colvert peuvent bien se la péter avec des vols à plus de 80 km/h. Il y en a d'ailleurs un qui s'est fait flasher en Suisse en 2018. Et enfin, on a l'escargot qui clôture la marche avec ses 0,048 km/h, bien que l'un de ses fadas ait été enregistré à 0,090 km/h au Royaume-Uni en 2006, un véritable fou du volant. Et voilà pour ces 5 anecdotes sur le 1000 bornes. Si l'essentiel du jeu a été inspiré par l'essor de l'industrie automobile américaine, notre Dujardin national a quand même su se l'approprier, le moderniser, le franciser, avant tout grâce à son amour du code de la route. Et aussi pour les papitos. Le 1000 bornes, c'est un jeu qui est quelque peu tombé dans l'oubli, alors que pourtant il est très efficace et toujours fun. Sans compter qu'on peut en trouver, comme pour beaucoup de jeux, des versions thématiques remises au goût du jour. Maintenant, peut-être que vous-même connaissez des anecdotes sur le 1000 bornes, auquel cas je serais très curieux de les lire en commentaire. Nous sommes également présents sur Facebook et Instagram, je vous mets bien sûr les liens en description. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu. Si vous voulez en voir d'autres, pensez à vous abonner. Mais surtout, quoi que vous fassiez, n'oubliez pas de vous amuser.